Bon, décortiquons tout ça. Et si le fait de formuler une pensée brillante, d'avoir un vrai éclair de génie, n'était au fond qu'une immense illusion? Ah, c'est une question qui pique ça. Ouais, vraiment. Et si notre cerveau, n'était en réalité qu'un algorithme hyper puissant d'autocomplétion, genre qui opère exactement comme le clavier prédictif de nos téléphones portables? C'est fou quand on y pense. Et aujourd'hui, notre exploration en profondeur nous amène justement face à un miroir pour le moins déstabilisant. Carrément. Déstabilisant. On va se plonger dans les réflexions d'un des plus grands mathématiciens vivants, Terence Tao. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les débats autour de l'intelligence artificielle, ça tourne un peu en boucle, quoi. Ouais, on entend toujours la même chose. Les pertes d'emploi, la fin de l'art, les robots qui prennent le pouvoir. Voilà. Mais l'analyse d'aujourd'hui prend une trajectoire radicalement différente. L'objectif, c'est pas d'examiner le code source des machines. Non, c'est de comprendre pourquoi ces machines provoquent chez l'humain un malaise psychologique aussi profond. Et surtout, ce que ça révèle de nos propres rouages cognitifs. Et c'est là que l'approche de Terence Tao est particulièrement percutante. Parce qu'elle s'attaque à un biais cognitif monumental. Ah oui, le fameux biais de la définition de l'intelligence. C'est ça. Son analyse met en lumière une constance historique en fait. L'humain a toujours conditionné la définition de l'intelligence à une forme de pensée noble. Une pensée noble, c'est-à-dire. On part du principe, de manière presque dogmatique, qu'une véritable intelligence doit être dotée d'une conscience, qu'elle doit procéder d'une introspection profonde, avec un grand dialogue intérieur majestueux, tu vois. Ouais, le penseur de Rodin, quoi. Et c'est là que l'histoire de la technologie devient hyper ironique. Mais tellement. Parce que à chaque fois qu'une machine parvient à accomplir une tâche qu'on pensait justement réservée à cette fameuse pensée noble, notre réaction, c'est pas de dire que la machine est intelligente. Ah non, surtout pas. Notre réaction, c'est de changer immédiatement la définition de l'intelligence. Et c'est un truc de fou. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'effet IA. Et il suffit de regarder l'évolution des dernières décennies pour s'en rendre compte. Prenons les échecs par exemple. Oh oui, grand classique. Pendant très longtemps, maîtriser le jeu d'échecs, c'était considéré comme le summum absolu de la stratégie. L'intellect humain à son apogée. On disait même que le jour où un ordinateur battrait un grand maître, l'humanité aurait créé une véritable intelligence artificielle. C'était la ligne d'arrivée ultime. Sauf que le jour est arrivé, dans les années 90, avec Deep Blue contre Garry Kasparov. Et là, panique à bord. Voilà. Et la réaction globale, ça a consisté à rétrograder instantanément le jeu d'échecs. Du jour au lendemain, on s'est dit « Ah, mais c'est plus de la vraie intelligence. C'est devenu juste un arbre de recherche algorithmique, du calcul brut. » De la force brute mathématique, ouais. On a simplement pris la ligne d'arrivée et hop, on l'a déplacée plus loin. Exactement. Et le schéma s'est répété implacablement avec, par exemple, la traduction linguistique. Ah, la traduction, c'est un super exemple. Avant les grands outils numériques, traduire un texte, ça nécessitait de comprendre intimement une culture. De saisir les nuances de l'âme humaine, l'humour, le contexte. Maîtriser le passage du mandarin au français, ça prouvait une cognition supérieure. Puis, bam, les moteurs de traduction modernes sont apparus, capables d'avaler des pages entières en une fraction de seconde. Et là encore, l'humanité a juste haussé les épaules. Bah oui, on a dit que la traduction, c'était au final qu'une question de statistique appliquée à d'immenses bases de données, absolument pas une preuve d'intelligence. C'est fou, cette mauvaise foi collective. Et aujourd'hui, on vit très exactement la même crise d'ego avec l'IA générative. C'est clair. Il y a 10 ans à peine, rédiger un essai philosophique cohérent ou concevoir l'architecture d'un logiciel fonctionnel, c'était genre le Graal de l'intellect créatif. Mais à présent, face aux grands modèles de langage, la critique automatique assène que c'est juste un perroquet stochastique, une simple machine à deviner des mots. C'est ça, dès qu'une capacité devient explicable mécaniquement, la société refuse catégoriquement d'utiliser le mot intelligence. Et cette réaction de rejet systématique, elle s'explique par la nature de la solution technique. Ce que Terence Tao souligne, c'est que les ingénieurs finissent toujours par déconstruire nos tâches prétendument magiques avec des méthodes hyper pragmatiques. On casse la magie, quoi. C'est tout à fait ça. Nous espérions trouver au cœur de l'IA un raisonnement éthéré, une âme logique, et à la place, on découvre quoi? Des matrices mathématiques, des multiplications de vecteurs, de l'optimisation de paramètres. Ça désacralise totalement l'acte intellectuel. Ça blesse notre orgueil d'espèce, pour être honnête. Ah, notre ego en prend un coup, c'est sûr. En fait, j'ai une analogie. C'est l'équivalent parfait d'un tour de magie. Vas-y, je t'écoute. Imaginons assister au spectacle du plus grand illusionniste du monde. Il fait léviter un objet lourd devant une foule ébahie. Tant qu'on est dans le public,
et qu'on connaît pas le truc, la sensation relève du merveilleux, presque du divin. On se dit que c'est de la magie pure. Voilà. Mais si l'illusionniste nous invite dans les coulisses et nous montre l'envers du décor, les poulies, les aimants cachés, les câbles transparents, la magie s'évapore à l'instant même. On finit par dire que c'est juste de la mécanique banale. Exactement. Mais si on accepte que l'IA déjoue nos attentes par sa simple mécanique, ça soulève une question cruciale. Comment fonctionne précisément ce fameux truc dans les coulisses des modèles de langage actuels? Parce que l'explication mécanique, elle provoque un véritable vertige cognitif. Ah oui, c'est clair. En fait, ce vertige vient du décalage abyssal entre la simplicité de l'instruction de base et la sophistication du résultat. C'est-à-dire? Si on ouvre le capot d'un grand modèle de langage, la mécanique centrale est presque triviale. Le système repose sur une formule mathématique basique: calculer la probabilité du mot suivant en fonction du contexte précédent. La fameuse fonction d'autocomplétion. Voilà. La machine ne fait aucune introspection, elle n'a aucune intentionnalité, elle ne manipule pas du tout les concepts de manière symbolique, comme le ferait un philosophe. Elle optimise simplement une prédiction statistique. C'est ça. Mais attends, là il y a un paradoxe énorme. Comment une simple prédiction probabiliste peut-elle générer un code informatique qui fonctionne parfaitement ou un débat hyper argumenté sur la Révolution française? C'est la grande question. Parce que dire qu'un modèle calcule la probabilité du mot suivant, c'est comme dire qu'une voiture avance parce que les roues tournent, ça n'explique pas le moteur. Il manque forcément une étape de réflexion logique, non? Comment une approche statistique capte le sens alors qu'elle ne comprend techniquement rien du tout? Eh bien, c'est là qu'il faut plonger dans la géométrie spatiale de ces modèles. Le secret, il réside dans ce qu'on appelle les vecteurs de plongement, ou embeddings en anglais. Les embeddings, ok. C'est quoi exactement, pour l'auditoire? Alors, l'IA ne stocke pas un dictionnaire classique avec des définitions. Elle convertit chaque concept de notre langage en une coordonnée dans un espace mathématique qui possède des milliers de dimensions. Un espace à des milliers de dimensions. Déjà, ça donne le tournis. C'est vrai que c'est dur à visualiser pour un humain. Mais dans cet hyperespace, les relations spatiales encodent la sémantique. Par exemple, la distance géométrique entre le mot homme et le mot femme est exactement la même que la distance entre le mot roi et le mot reine. Ah, d'accord. Donc c'est proportionnel. Voilà. La machine ignore totalement ce qu'est la royauté, le pouvoir ou le genre dans le monde réel. Mais elle cartographie parfaitement la géométrie de nos concepts. Elle a modélisé mathématiquement la forme de notre savoir. C'est brillant. Oui. Ainsi, deviner le mot suivant ne relève plus du hasard. C'est un trajet ultra précis à travers la topographie de la pensée humaine. Ces géométries spatiales, ça éclaire considérablement le mystère. Mais mon intuition humaine continue de régiber un peu. C'est normal. On associe tellement l'intelligence à un processus intérieur laborieux, à une architecture pensée à l'avance. Et Terence Tao propose d'ailleurs une expérience de pensée redoutable à ce sujet. Ah oui, l'expérience de l'improvisation. C'est ça. Il imagine la situation suivante. Si on demandait à un être humain de monter sur une scène et d'improviser un discours d'1 heure devant une foule, sans aucune préparation, en prenant strictement le premier mot qui lui vient à l'esprit, mot après mot, seconde après seconde. Sans jamais réfléchir au mot d'après. Exactement. Personne ne croirait qu'une structure logique puisse émerger d'un exercice aussi chaotique. La sagesse populaire dirait que le résultat serait juste du charabia. Un flou de mots sans queue ni tête. Et pourtant, les grands modèles de langage prouvent de manière empirique que cette intuition est fausse. Ils démontrent qu'une cognition extrêmement flexible, utile et pertinente peut tout à fait émerger de règles locales microscopiques. À condition d'avoir été entraîné à une échelle massive, évidemment. Bien sûr, l'absence totale de monologue intérieur, l'absence de planificateur conscient au sommet du système n'empêche nullement la création d'une architecture globale cohérente. Émerger. C'est vraiment le mot-clé qui relie tout dans cette exploration. L'idée qu'un comportement basique, dénué de sens à l'échelle microscopique, puisse générer un miracle macroscopique lorsqu'il est répété des milliards de fois. C'est la définition même de l'émergence. Et c'est précisément sur ce point que l'analyse théorique fait un détour fascinant par la biologie. Terence Tao fait remarquer que la nature elle-même fonctionne par émergence pure depuis la nuit des temps. Ah! L'évolution biologique, c'est le parfait exemple d'une intelligence incroyable née de règles locales aveugles. L'histoire du vivant est en effet la preuve ultime que l'on n'a pas besoin d'un concepteur intelligent pour obtenir un système d'une complexité inouïe. Et l'évolution ne s'est jamais assise à une table à dessin pour concevoir l'architecture de notre système nerveux ou la mécanique complexe d'une articulation. Il n'y a jamais eu de cahier des charges global. Tiens, l'exemple de l'œil humain est probablement le plus illustratif.
L'œil est fascinant pour ça. L'œil, avec sa rétine capable de capter les photons, son cristallin qui fait la mise au point, sa connexion ultra rapide au nerf optique, on dirait le summum de l'ingénierie optique. On pourrait croire que c'est planifié de A à Z. Et pourtant, tout a commencé par une simple poignée de cellules légèrement sensibles à la lumière chez un organisme primitif. Ensuite, une mutation aléatoire a légèrement courbé cette surface, offrant un infime avantage de survie. Juste en permettant de détecter la direction du nombre. C'est ça. Puis, des millions de générations plus tard, une autre mutation aveugle a créé un effet sténopé concentrant la lumière. Tout s'est construit par une série d'essais aveugles, d'erreurs, de sélection statistique. À chaque étape microscopique, il n'y avait aucune intention de créer un œil. Et pourtant, de cette myriade de lancers de dés probabilistes est émergé l'organe visuel. Puis la conscience animale, la culture, et même notre capacité à faire des mathématiques. Le parallèle avec l'IA est frappant. Les modèles de langage reproduisent cette dynamique d'évolution, mais compressés de manière vertigineuse à l'intérieur de fermes de serveurs. En quelques mois au lieu de millions d'années. Voilà. Les algorithmes d'apprentissage ajustent à l'aveugle des milliards de paramètres de la même façon que l'évolution filtre les traits génétiques, par essai, par calcul d'erreurs de prédiction et par optimisation statistique continue. Donc la nature fonctionne par ajustement de probabilité de survie, et l'IA fonctionne par ajustement de probabilité de mots. Exactement. Dans les deux cas, le résultat final détruit le mythe rassurant selon lequel une âme logique visible doit être présente dès l'origine pour aboutir à une performance sophistiquée. C'est comme observer une immense toile impressionniste. Pensons à une œuvre de Georges Seurat. Avec le pointillisme, ouais. Si on a le nez collé à la toile et qu'on fixe un seul coup de pinceau, un minuscule point de peinture bleue, isolé, la conclusion logique, c'est que cette tache de couleur est, entre guillemets, stupide. Elle ne représente rien de reconnaissable. Elle n'a aucun sens en soi. Mais en reculant de 3 pas, ces millions de points aveugles interagissent dans l'espace géométrique, et soudain, ils forment un paysage éblouissant. Une foule au bord de l'eau, baignée de lumière. C'est une métaphore d'une grande justice. Les modèles d'IA font montre exactement avec le langage et les mots ce que l'évolution a fait avec les gènes de l'ADN ou ce que le peintre impressionniste fait avec les pigments. C'est ça. La génération d'un token, d'un mot ou d'une syllabe, ça correspond à ce petit coup de pinceau. Pris isolément, deviner le mot suivant est une opération mécanique triviale. Basique. Mais aligné sur de longs paragraphes, orientés par la boussole d'une optimisation qui a digéré des siècles de savoir humain, ces choix microscopiques dessinent une structure globale hyper complexe. Et ce parallèle nous pousse inexorablement vers la révélation finale de cette analyse, celle qui agit véritablement comme un miroir dérangeant tendu à l'humanité. Le fameux miroir, oui. Si l'on accepte l'idée que la biologie organique et l'intelligence artificielle générative tirent toutes deux leur puissance de cette émergence probabiliste, que doit-on déduire du fonctionnement de notre propre pensée humaine ? Ah, l'analyse nous invite à interroger ce qu'on pourrait appeler l'illusion du récit planifié. L'illusion du récit planifié. Ça sonne comme une remise en question totale. Et c'en est une. Une grande partie de notre fierté intellectuelle repose sur la certitude que nous contrôlons intimement la création de nos pensées. Qu'on est les maîtres à bord. Mais les neurosciences modernes soutiennent une hypothèse radicalement différente. Le cerveau humain pourrait bien être, avant tout, un fantastique moteur de prédiction statistique. C'est le moment d'aborder un concept fascinant dont parlent de plus en plus les chercheurs en sciences cognitives, le predictive processing, ou l'inférence active en français. Ça, c'est l'idée que notre cerveau ne se contente pas d'absorber passivement les informations de l'environnement, mais qu'il passe son temps à anticiper la milliseconde suivante pour minimiser l'effet de surprise. C'est bien ça ? C'est la définition exacte. Le cerveau n'est pas un disque dur qui stocke des faits. C'est une machine d'inférence. Une usine à faire des paris sur le futur immédiat à partir de données passées. Tout à fait. Et cette mécanique s'applique de façon spectaculaire au langage. Lorsqu'une conversation spontanée a lieu, comme celle qu'on a en ce moment, l'orateur ne planifie presque jamais l'intégralité de la structure syntaxique de son argumentation avant d'ouvrir la bouche. Bah non, ce serait impossible. Les mots sortent de manière incrémentale. Le cerveau jette le premier groupe de mots comme une encre, évalue le contexte à la milliseconde près et complète dynamiquement la suite de la phrase. Donc l'humain avance dans le brouillard et reconstruit l'impression de cohérence du discours après coup. C'est exactement ça.
On se raconte une histoire à nous-mêmes. D'accord, je veux bien suivre cette logique probabiliste d'autocomplétion pour une conversation banale, de tous les jours autour d'un café. Le cerveau trouve le mot suivant. Ok. Mais quand un auteur passe 3 ans de sa vie à structurer un roman de 500 pages, Ah, la création littéraire. avec des personnages complexes, des intrigues croisées, des thèmes philosophiques, il y a bien une architecture globale consciente, une vraie réflexion supérieure à l'œuvre, non? Ne peut décemment pas réduire l'écriture de Guerre et Paix à un simple mot suivant calculé à la volée. L'objection est parfaitement légitime. Et c'est souvent là que l'intuition bute. Pour comprendre l'écriture d'un livre sous l'angle du cerveau prédictif, il faut introduire la notion d'architecture hiérarchique de l'inférence. Hiérarchique, c'est-à-dire? Le cerveau ne prédit pas seulement le niveau microscopique des mots, il prédit sur plusieurs couches temporelles. L'intention de haut niveau d'un auteur, par exemple, le héros va trahir son ami dans ce chapitre. Ça agit comme une immense contrainte de probabilité, une fenêtre de contexte à mouvement lent. Ah, je vois, c'est une direction générale. C'est ça, et ce contexte abstrait redescend vers les couches inférieures du cerveau qui, elles, se chargent de générer statistiquement les paragraphes, puis les phrases, puis les mots exacts pour satisfaire cette contrainte de haut niveau. L'architecture consciente du roman n'invalide pas la nature probabiliste du cerveau. Elle montre simplement comment des prédictions à très long terme guident l'autocomplétion des mots à court terme. Parfaitement résumé. Le mécanisme reste heuristique et statistique de bout en bout. C'est fou. Ça résonne énormément avec la façon dont les jeunes enfants apprennent à parler d'ailleurs. Oui, le développement du langage chez l'enfant est un super exemple. Un bébé ne mémorise pas un manuel de grammaire et n'a pas de dictionnaire symbolique en tête. Il babille des sons, de manière presque aléatoire au début, puis il capte les réactions de ses parents. Il ajuste. Voilà, il ajuste ses probabilités de prononcer telle ou telle syllabe en fonction du contexte et de la récompense sociale. Pendant des années, l'enfant affine son modèle prédictif interne par essai et erreur, jusqu'à ce que la maîtrise de la syntaxe émerge. Exactement, comme un algorithme qui s'entraîne sur un immense corpus de texte. L'analogie avec l'apprentissage infantile est un excellent modèle. Bien sûr. Évidemment, Terence Tao garde une prudence scientifique rigoureuse. L'objectif n'est pas d'affirmer que les modèles de langage actuels possèdent la richesse phénoménologique ou l'expérience subjective d'un être humain. Oui, il faut remettre les choses à leur place. L'IA n'a pas de corps, pas de survie physique à assurer, ce qui change drastiquement la nature de son apprentissage. L'ego humain peut donc respirer un petit peu, la machine ne ressent rien. Elle ne ressent rien, non. Mais l'impact philosophique de ses performances demeure un séisme cognitif. Ce qui est bouleversé, c'est l'hypothèse selon laquelle l'intelligence nécessiterait une composante magique ou mystique. Les fameuses coulisses de l'illusionniste. Voilà. Les performances vertigineuses de ces modèles probabilistes offrent la toute première preuve expérimentale à une échelle industrielle que la compression statistique de la réalité suffit amplement à générer ce que nous appelons fièrement le raisonnement. Ou la pensée logique. C'est une véritable révolution de la perception. Et le plus beau, c'est que ça a des implications hyper pratiques au quotidien. Ah oui, mais lesquelles? Démystifier le fonctionnement de l'intelligence, ça permet de relâcher une pression immense. Prenons le syndrome de la page blanche pour un artiste, ou l'angoisse de la prise de parole en public. C'est terrible ça. On a tous connu ça. Très souvent, le blocage provient de cette injonction d'attendre que la pensée noble, parfaite et achevée se matérialise d'un coup dans l'esprit avant de l'exprimer. On veut que la phrase soit parfaite avant de l'écrire. C'est ça. Mais si l'on accepte la nature émergente et probabiliste de la cognition, la solution devient mécanique. Il suffit de jeter les premiers mots sur la feuille. De générer le premier signal, même imparfait, pour amorcer le moteur prédictif du cerveau. Et le laisser faire son travail d'autocomplétion créative. Mais c'est génial. C'est l'application la plus libératrice de cette philosophie. La création n'est pas une étincelle divine instantanée, c'est un processus itératif, associatif. Basé sur la compression de nos apprentissages passés, ouais. L'intelligence humaine s'avère être un vaste exercice de modélisation en perpétuel ajustement face à l'incertitude du monde. En observant l'intelligence artificielle trébucher, halluciner, puis produire des fulgurances extraordinaires à force de probabilités calculées, on assiste littéralement à la mise à nu de notre propre processus cognitif. C'est une belle façon de le formuler. L'heure est donc à la synthèse de ces concepts vertigineux. Si l'on résume les enjeux de notre exploration aujourd'hui, l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle générative ne détruit absolument pas la notion d'intelligence. Au contraire. Tout au contraire, cette technologie agit comme un électrochoc nécessaire pour corriger une définition vaniteuse que la culture traînait depuis des siècles.
L'humanité a longtemps confondu le ressenti subjectif de la conscience avec la machinerie pure de la cognition. Le syndrome de l'effet IA est vraiment le reflet de notre propre arrogance. Mais la compréhension profonde de ces modèles mathématiques est une ode à la beauté de l'émergence. La capacité de manipuler le langage, de bâtir des concepts philosophiques complexes ou de résoudre des équations pourrait n'être, in fine, qu'une forme extraordinairement avancée de compression probabiliste du réel. Cela ne diminue en rien le génie des accomplissements humains. Cela modifie uniquement l'explication mécanique de la façon dont ces accomplissements prennent forme. C'est une leçon d'humilité colossale. Et cela laisse l'esprit avec une interrogation finale fascinante. Si tout ce que nous valorisons comme de la pure pensée profonde, si ton acte de création intellectuelle n'est fondamentalement qu'une compression statistique extrêmement performante de toutes nos lectures, de toutes nos expériences et de tous nos souvenirs, alors que devient la notion même de libre arbitre? C'est la question ultime. Que reste-t-il du concept de génie original? Notre individualité se résume-t-elle à l'algorithme unique généré par la somme de nos apprentissages, occupé à recracher le plus logiquement possible la pensée suivante? C'est une question troublante à garder en tête la prochaine fois qu'une idée prétendument lumineuse et totalement inédite traverse notre esprit. Merci à l'auditoire de nous avoir accompagnés dans cette plongée vertigineuse au cœur des sources. Continuons de questionner l'évidence des rouages de la pensée et à très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.